En Norvège, une fusillade dans le centre d'Oslo fait 2 morts. La police ouvre une enquête pour acte terroriste et demande l'annulation d'une marche des fiertés LGBT prévue ce samedi. Manifestation à travers les États-Unis pour protester contre la décision de la Cour suprême américaine. Dans un volte-face historique, elle a enterré ce vendredi le droit à l'avortement. Les forces ukrainiennes quittent Severodonetsk, un pas de plus vers l'objectif de conquête totale des régions de Louhansk et du Donbass par la Russie. Les rues de Tbilissi noires de monde ce vendredi soir, des manifestants venus redire leur attachement à l'Europe après le report de la candidature de la Géorgie à l'Union européenne. C'est à l'extérieur de ce pub en plein centre d'Oslo en Norvège qu'une fusillade a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi. Elle s'est poursuivie devant un club gay attenant. 2 personnes ont été tuées et au moins 14 ont été blessées, dont plusieurs grièvement. Un homme a été arrêté. Des civils ont aidé à la capture du suspect ainsi qu'aux premiers soins, la police saluant une contribution héroïque. Autant que l'on puisse en être sûr à ce stade, il y avait une seule personne derrière les tirs et elle est sous notre contrôle. Nous avons aussi en notre possession l'arme utilisée dans cette fusillade. Je suis arrivé ici relativement vite et plusieurs personnes s'occupaient déjà des blessés et les soignaient. Ils ont vraiment bien fait de le faire. Les forces de l'ordre n'ont pas fourni de détails sur l'homme arrêté. Selon une radio locale, il était connu des services de police et son domicile a été perquisitionné. Les policiers ont dit enquêter sur une attaque terroriste sans donner plus de détails. Et c'est à la demande de la police que la marche des fiertés LGBT prévue ce samedi après-midi à Oslo a été annulée. Ici, nous sommes à New York, mais de la côte est à la côte ouest, ce sont des milliers de femmes et de pro-droit à l'IVG qui se sont rassemblées dans de nombreuses villes à travers les États-Unis. Réaction au volte-face historique de la très conservatrice Cour suprême américaine, elle a enterré ce vendredi le droit à l'avortement. En quelques heures, au moins 7 États ont rendu immédiatement toute interruption volontaire de grossesse illégale. Au total, 26 États américains adopteront des lois visant à interdire plus ou moins strictement l'avortement, ce qui concerne plus de 35 millions de femmes en âge de procréer. À Washington, devant la Cour suprême, les manifestants ont aussi dit leur colère et leur déception, leur détermination aussi à ne pas baisser les bras, comme l'assure cette membre de l'un des principaux regroupements de planification familiale. Nos centres restent ouverts, nous ne reculerons pas, nous serons là pour nos patientes. Si elles ne peuvent pas avorter là où elles habitent, nous les aiderons à trouver comment le faire ailleurs. Ce sera le cas notamment pour les femmes habitant dans le Missouri. Cet État a été le premier à annoncer l'interdiction des IVG dans la foulée de la décision judiciaire. Dans le Kansas, l'avortement est protégé par une décision de la Cour suprême de l'État prise en 2019, mais le Sénat, contrôlé par les Républicains, veut interdire ou restreindre l'accès à l'IVG. Nous avons la chance que l'accès à l'avortement soit actuellement protégé ici, dans l'État du Kansas. Mais nous savons que nous allons voir arriver encore plus de patientes d'autres États et que cela va très sévèrement impacter les femmes qui habitent au Kansas ou dans les États environnants, car il va devenir très difficile d'obtenir un rendez-vous. La vice-présidente américaine Kamala Harris a elle aussi pris la parole. C'est une crise sanitaire, parce que comprenez bien que des millions de femmes en Amérique vont se coucher ce soir sans plus avoir accès aux soins de santé et aux soins reproductifs qu'elles avaient encore en se levant ce matin. Aux États-Unis, 22 États conserveront le droit à l'avortement. Certains ont même pris des mesures pour élargir l'accès aux IVG. Les derniers civils évacuent la ville de Lysychansk, dernier bastion tenu par les forces ukrainiennes dans la région de Louhansk. Après des semaines de combats acharnés contre l'avancée russe, les soldats se retirent de la ville voisine de Severodonetsk, ne laissant derrière eux que des ruines. Selon ce gouverneur régional, les combattants ont reçu l'ordre de battre en retraite vers des positions protégées du feu ennemi pour mieux combattre à grande échelle et infliger des pertes à l'ennemi, selon ses mots. Battre en retraite pour éviter l'encerclement complet par les troupes russes et son artillerie qui pilonne les positions ukrainiennes depuis des mois. Ces derniers jours, les forces du Kremlin et leurs alliés ont conquis plusieurs villages environnant la ville qui comptaient plus de 100 000 habitants avant l'invasion.
Ce vendredi, des séparatistes publient une vidéo montrant la levée de leurs couleurs et celle de la Russie à Irksi, au sud de Lysychansk. Plusieurs analystes militaires estiment que le revers subi par Kiev ne constitue pas un tournant de la guerre, tout en reconnaissant que la propagande du Kremlin s'en trouve renforcée. À Kherson, un fonctionnaire de l'administration d'occupation russe a été tué vendredi dans un attentat. C'est la première fois que les autorités pro-russes annoncent la mort d'un de leurs représentants suite à ce type d'attaque qui se multiplie. La guerre continue de frapper d'autres zones du pays, comme à Kharkiv, où un bombardement a détruit un complexe sportif sans faire de blessés. 4 mois tout juste après le début de l'invasion russe, l'Ukraine s'est vue accorder officiellement jeudi le statut de candidat à l'Union européenne. Cette annonce n'a pas tardé à faire réagir le Kremlin, qui a semblé toutefois minimiser la portée de cette candidature, soulignant que l'Union européenne n'est pas, contrairement à l'OTAN, une alliance militaire. C'est une affaire interne à l'Europe. Il est très important pour nous que tous ces processus ne nous apportent pas plus de problèmes et qu'ils n'aggravent pas les relations entre les pays concernés et la Russie. Il y a déjà suffisamment de problèmes. Il est important que ces processus ne conduisent pas à une nouvelle détérioration de nos relations avec l'Union européenne, déjà au plus bas. Autre réaction, celle de Sergueï Lavrov. En visite en Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie russe a adopté un ton plus martial, faisant un parallèle entre le comportement des Occidentaux et l'Allemagne nazie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Hitler, sous son étendard, avait rassemblé une grande partie de l'Europe pour faire la guerre contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'OTAN rassemblent une telle coalition contemporaine pour lutter et, dans une large mesure, faire la guerre à la Russie. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Tbilissi, la capitale géorgienne, ce vendredi soir, après l'échec du pays à obtenir le statut de candidat à l'UE. Des manifestants venus réaffirmer leur attachement à l'Europe et accentuer la pression sur le parti au pouvoir, rêve géorgien du milliardaire Bidzina Ivanishvili, accusé de dérive autoritaire et d'avoir détérioré la relation avec Bruxelles. Nous sommes les citoyens qui luttons pour l'avenir européen de la Géorgie, pour l'UE, pour la survie de la Géorgie au sein de l'Union européenne qui est entravée par l'oligarchie et un oligarque nommé Bidzina Ivanishvili. La foule a également exhorté le Premier ministre Irakli Garibashvili à démissionner et a appelé à la mise en place d'un nouveau gouvernement pour réaliser toutes les réformes requises par l'Union européenne. Des perturbations dans les aéroports en Europe, principalement en Belgique, en raison d'une grève qui affecte les compagnies Brussels Airlines et Ryanair, contraintes d'annuler ce week-end des dizaines de vols. Les syndicats dénoncent un manque de personnel face au récent rebond du trafic aérien depuis l'arrêt des restrictions anti-Covid. En 2019, nous avions environ 2500 vols par jour sur l'ensemble du réseau. Aujourd'hui, on est au-dessus des 3000 vols, mais avec à peu près le même nombre de personnel. À Madrid, en Espagne, où aucun vol n'a été annulé, des membres de l'Union syndicale ouvrière ont tenu à exprimer leur solidarité vis-à-vis du personnel de Ryanair qui a renoncé à la grève par peur de représailles. Nous demandons des choses élémentaires, que le personnel soit payé plus que le SMIC, que de l'eau soit donnée aux membres d'équipage et une convention collective. Dans les couloirs de l'aéroport, les voyageurs semblaient plutôt surpris par ce mouvement de protestation. On ne savait même pas qu'il y avait une grève. On a fait l'enregistrement en ligne, on n'a pas eu de problème. On était au courant de rien. Mécontentement touche également le personnel du rail. En France, les syndicats menacent de faire grève le 6 juillet à la veille des départs en vacances. Ils réclament une hausse de salaire pour faire face à l'inflation et davantage de moyens face à une hausse du trafic ferroviaire. Des préoccupations partagées par les cheminots britanniques qui ont déjà débrayé mardi et jeudi et menacent de poursuivre leur mouvement si aucun accord n'est trouvé.
Il demande l'intervention du gouvernement qui est confronté à la plus importante grève du rail en 30 ans au Royaume-Uni.